Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Serge Bassino, bonjour, merci d'être avec nous sur Fréquence Évasion dans la clé du mystère. Bonjour. Alors, nous vous avons invité pour parler d'un thème qui intrigue nombre d'entre nous. Il s'agit du voyage astral. Rappelons ce qu'est le voyage astral pour les personnes qui n'auraient pas entendu nos précédentes émissions. Alors, c'est un terme générique, voyage astral, parce que, normalement, il devrait s'appliquer justement à un mouvement qui se passe dans le plan astral. On nous dit voyage astral, en fait, le véritable terme, on devrait dire projection psychique, qui serait plus exact, mais voyage astral est plus communément employé. Alors, le voyage astral consiste à sortir de son corps, c'est-à-dire que la conscience qui est habituellement à l'intérieur de notre corps, qui se manifeste par nos pensées, etc., notre conscience qui est dans notre tête, comme nous disons, cette conscience donc qui est intérieure sort du corps et a la capacité soit de se promener, on va dire, sur le plan terrestre, matériel et voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire les pièces, les gens, les montagnes, les arbres, les vallées, etc. Soit alors monter en fréquence, c'est-à-dire que le corps psychique qui sort, ce qu'on appelle le corps psychique qui contient la conscience qui sort, monte en fréquence et va visiter ce que nous appelons des plans supérieurs, les plans astro, mentaux, etc. Voilà. Dans les grandes lignes, on va dire que le voyage astral consiste à la conscience intérieure qui sort du corps et qui va se promener. Alors nous avons plusieurs corps. Alors, vous parliez à l'instant du corps psychique. Alors parce qu'il y a des appellations qui sont différentes et les gens ne s'y retrouvent plus. Est-ce que le corps psychique, c'est le corps astral ou c'est autre chose ? Non, voilà, on va dire que, moi j'emploie les termes de ma spécialité, la psychologie ésotérique ou psyéso. Alors, en psyéso, on simplifie les choses. On sait très bien que nous avons plusieurs activités. Mais quand on parle de corps, outre le corps physique qui est le seul corps qui est dense, matériel, tous les autres corps sont éthérés, c'est-à-dire sont d'une fréquence vibratoire tellement élevée qu'on ne les voit pas, ils sont impondérables, on ne peut pas les toucher, on passerait à travers. Donc, ces corps-là, on emploie le mot corps comme on emploierait le nom corps d'armée, vous voyez, un corps d'armée, c'est-à-dire ensemble d'activités ou ensemble de personnes, etc. Donc les différents corps sont le corps vital, le corps astral, le corps mental, le corps bouddhique, et le corps causal, entre-temps, le corps bouddhique et le corps atmique. Nous avons, en comptant le corps physique, 7 corps. Bon. Encore une fois, ces corps, ce sont des termes génériques. Par exemple, le corps vital, c'est quoi ? C'est l'ensemble des activités vitales de notre corps, c'est-à-dire l'énergie qui circule dans le sang, toutes les énergies du fonctionnement organique, etc. Ça forme le corps vital. Le corps astral, quant à lui, est la somme des activités de nos glandes endocrines et de nos nerfs. On dit toute l'énergie nerveuse et l'énergie propre au fonctionnement électrochimique des glandes endocrines. Ça, c'est ce qu'on appelle le corps astral. Le corps mental, tout simplement, c'est la programmation cellulaire ou génétique. Le fait qu'une cellule est une cellule de peau, d'os, de cheveux, d'ongles, et ne se mélange pas. Ça fait partie du corps mental. Et bien sûr, dans le corps mental, dans sa partie supérieure, il y a tous nos processus mentaux, nos pensées, nos idées, tout ce qui consiste à nos processus mentaux, c'est le terme générique. Voilà. Donc ça, ce sont les principaux corps les plus communs. Le corps vital, astral, mental, le corps des activités biologiques, le corps des activités du système nerveux et de nos ressentis, de notre capacité à ressentir, et le corps mental qui est à la fois la programmation cellulaire et nos processus mentaux. Alors tout ça est bien entendu imbriqué comme une boîte à poupées russes. Tout est imbriqué. Voilà. On va dire que pour éviter de dire que ce qui sort du corps, c'est le corps vital, astral, mental, tout ça, parce que c'est un petit peu tout ça qui sort. Mais on va dire que quand on se dédouble, quand on sort du corps, quand on pratique ce qu'on appelle le voyage astral, à ce moment-là, tout ça c'est gainé. C'est dans une espèce de gaine, d'enveloppe éthérique, et cette enveloppe éthérique est appelée par les psyésos corps psychique. Ça permet, si vous voulez, de ne pas dire qu'il y a un tas de corps qui sortent, de ne pas les nommer. En disant que le corps psychique sort du corps, on sait qu'on dit que à la fois la conscience et toutes les activités
l'activité intérieure énergétique du corps humain, tout ça, ça sort, et c'est pour ça que l'on peut ressentir un dédoublement. Par exemple, on s'imagine qu'en dédoublement, on va passer à travers les murs, oui, bien sûr, mais on peut sentir des émotions, on a des sensations, et tout ça, c'est retransmis au corps, parce que justement, ce qui sort, c'est à la fois de la conscience, un pouvoir de motricité, l'extériorisation de la motricité. Ce qui sort aussi, c'est notre sensibilité. Donc ce qui sort, c'est un ensemble de choses qui concourent à former l'être humain. Voilà, l'être humain, c'est pas non plus qu'un corps de chair, c'est des pensées, des émotions, c'est un système nerveux, etc. Pour éviter à avoir dire ça, que ce qui est résumé par le corps physique pendant la journée, ce qui sort, c'est le corps psychique. Et il y a une autre façon, pour simplifier, pour ceux qui préfèrent, s'ils ne veulent pas dire corps psychique, on peut dire aussi l'âme. Qu'est-ce que c'est l'âme? C'est quelque chose qui sort et que nous appelons le corps psychique. D'accord. Alors c'est tout ce que nous sommes, sauf le corps physique. On laisse carrément le corps physique. Voilà, on laisse le corps physique et quelques énergies quand même, parce que le corps physique qui reste allongé dans le lit, on va dire, si on se dédouble pendant la nuit ou qu'on fait une projection astrale pendant la nuit, le corps physique, il faut bien que le cœur continue à battre, il faut bien que les poumons respirent, il faut que le sang circule. Bon, donc toutes ces activités qui sont purement organiques, qui sont nerveuses, organiques, chimiques, etc., toutes ces activités-là sont sous la dépendance d'une partie de ce qu'on appelle le corps vital. On va dire que le corps vital, pour simplifier, il a 4 éthers, il a 4 subdivisions, et 2 de ces subdivisions sortent, et les 2 autres restent dans le corps de manière à assurer le fonctionnement vital du corps, de manière à ce que nous ne mourions pas. Voilà, parce que la différence entre un dédoublement ou un voyage astral et la mort, c'est que pour le voyage astral, c'est ponctuel, nous sortons, puis nous revenons dans notre corps à plus brève échéance, plus ou moins brève échéance, tandis que la mort, nous sortons de notre corps et nous ne rentrons plus. Et du coup, le corps dépérit, parce que les 2 éthers qui restent et qui font fonctionner le corps physique ne peuvent pas survivre plus de 24 heures sans être reliés aux 2 autres éthers. À ce moment-là, il y a déperdition d'énergie. En 24 heures, on va dire que la batterie humaine se vide et nous commençons à entamer le processus de putréfaction, on va dire. Alors, quelles sont les principales techniques pour sortir de son corps physique ? Alors, on pense qu'il y a une technique. Mais en fait, il y a autant de techniques que d'individus. Je vais essayer de m'expliquer, d'être le plus bref. Nous ne sommes pas tous au même niveau d'évolution. Ça, je pense que les gens l'ont compris. Il y a des gens qui sont très évolués, qui sont très lumineux, comme on dit, des gens qui sont des braves gens, des gens qui ont une certaine culture, etc. Et il y a des gens, qui sont un peu moins cultivés, mais surtout qui ont un niveau d'évolution qui est très modeste et qui les transforme un petit peu en des personnes qui sont pas très agréables. On ne peut pas comparer, par exemple, je vais prendre des cas vraiment des cas cliniques, on ne peut pas comparer un meurtrier avec l'abbé Pierre ou Sœur Teresa, etc. Bien entendu. Voilà. Donc on s'imagine bien qu'une personnalité du genre de l'abbé Pierre ou de Sœur Teresa vibre à une fréquence et d'un niveau d'évolution très différent de la fréquence vibratoire et mentale et astrale d'un voyou, d'un violeur, d'un tueur, etc. Donc c'est un peu grossier ce que j'explique, mais c'est juste pour expliquer que non seulement il y a autant de méthodes de dédoublement ou de sortie en astral que de personnes, mais il faut bien comprendre que pour pouvoir sortir, il faut d'abord savoir se positionner. C'est un petit peu comme quand on a une carte au trésor et qu'il y a une croix dans un coin, on dit voilà, le trésor est là. Oui, c'est bien beau, on sait où est le trésor. Mais si on ne peut pas soi-même se positionner sur la carte, on ne pourra pas aller du point A nous-mêmes au point B, la croix qui représente le trésor sur la carte. De la même façon, il y a des gens dont la conscience se limite au niveau, on va dire, du plan astral, il y a des gens dont la conscience se limite au niveau du plan mental, et il y a des gens qui ont la conscience qui est située sur des niveaux supérieurs. Nous savons que dans le corps, nous avons entendu parler, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a ce qu'on appelle les chakras. Voilà. Donc nous avons 7 chakras, et ça tombe bien parce que nous avons en gros 3 ou 4 types d'individus sur Terre. Nous avons quoi sur Terre? Le matérialiste pur et dur, nous avons le scientifique, nous avons le religieux et nous avons le spirituel, qui sont donnés à titre d'exemple et pour me faire mieux comprendre. Donc on va dire qu'une personne qui est religieuse et une personne qui est matérialiste ne va pas fonctionner à partir des mêmes chakras. Il peut y avoir, par exemple, un individu qui est intéressé par des choses de très bas niveau, on va dire, quelqu'un qui vibre très bas, un assassin, etc. Sa conscience va se cantonner au niveau du plexus solaire, on va dire. Donc s'il sort de son corps, il va sortir à partir du plexus solaire. Mais une personne ordinaire, c'est-à-dire une personne qui est ni bonne ni méchante, mais on va dire la personnalité lambda de notre époque, elle va se situer au niveau du centre cardiaque, ou du chakra du cœur.
Donc, la méthode pour sortir à partir du plexus solaire et la méthode pour sortir à partir du centre cardiaque sont nécessairement différentes. Et ainsi de suite. Il y a des gens dont la conscience se positionne au niveau du chakra laryngé, c'est-à-dire la gorge. Il y en a d'autres dont la conscience se positionne à partir du chakra frontal, au niveau du troisième œil, comme on dit. Voilà. Donc ces gens-là, toutes ces quatre individualités-là, toutes ces quatre personnalités-là, ont une méthodologie différente pour sortir. On ne fait pas sortir une personne matérielle de son corps, comme on fait sortir une personne qui est très cultivée, religieuse, etc. Voilà. Il y a autant de méthodes que de catégories d'individus. Donc on va dire, pour simplifier, même si ce n'est pas exact à 100%, qu'il y a en gros 4 méthodes pour sortir de son corps. Voilà. Alors je suppose que ça passe par la relaxation, ça passe par quand même alors on va pas dire technique, mais une façon d'être. On peut parler directement, mais je crois qu'on peut oser parler de technique, parce que, bon, contrairement à ce que s'imaginent pas mal de gens, l'ésotérisme, c'est-à-dire vraiment les ésotéristes sont des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui ne font pas parler, croire, etc., qui sont spécialisés là-dedans, qui ont travaillé 15, 20, 30 ans, 40 ans là-dessus, et qui maîtrisent bien leur sujet. Donc un ésotériste est quelqu'un qui maîtrise au moins intellectuellement la plupart des techniques qui permettent de faire ce qui pourrait surprendre certaines personnes qui ne sont pas initiées à ce genre de choses. Donc, pour l'ésotéristes, il y a des techniques très précises. De même qu'on peut parler que quand un chirurgien opère, il emploie des techniques très précises. C'est vrai que ça peut paraître étonnant de comparer l'ésotérisme à la chirurgie, ou je sais pas moi, ou à l'électronique, mais il faut savoir que pour ceux qui sont là-dedans et qui sont spécialisés là-dedans, c'est aussi précis, technique et minutieux l'ésotérisme que peuvent l'être d'autres métiers par ailleurs. Voyez, donc on peut parler, oui, de technique. Et on pourrait brièvement, parce que bon, je pense pas que le but soit ici, je sais pas, vous me le direz, mais je pense pas que le but soit de donner vraiment une technique de sortie, parce qu'après il faudrait quand même que j'explique certaines choses par ailleurs. Mais si on veut donner des généralités, je peux parler non pas de technique précise, mais je peux parler des lois et des principes qui concourent justement à une sortie, c'est-à-dire ce qu'il faut respecter et ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut éviter. D'accord. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut savoir et qu'est-ce qu'il faut éviter ? Alors déjà, je vais commencer à l'envers, par ce qu'il faut éviter. Avant toute chose, il faut éviter 2 choses. D'être peureux, d'avoir peur, c'est-à-dire quelqu'un de très émotif, on va dire, quelqu'un qui s'émeut pour un oui, pour un non, quelqu'un qui est très, qui manque de maîtrise émotionnelle, on va dire. Hein, voilà. Et après, il faut éviter d'avoir des maladies cardiaques trop graves. Bon, après ça, c'est toujours pareil. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de médecins qui se passionnent pour le sujet, mais un médecin pourrait expliquer mieux que moi et dire pourquoi il faut faire attention quand on a des faiblesses cardiaques ou des problèmes cardiaques. Il faut savoir que dans le dédoublement ou la sortie de corps ou le voyage astral, comme on dit, il faut savoir qu'à un moment donné, justement, pour que le corps et l'âme se dissocient, le cœur est obligé d'accélérer son rythme pour transmettre de l'énergie à certaines zones du corps. Et la seule façon de transmettre de la force vitale ou de l'énergie à certaines zones du corps, c'est de faire circuler le sang plus vite, de manière à alimenter en énergie ces zones du corps. Donc une personne qui a des problèmes d'arythmie, une personne qui a des problèmes cardiaques, il vaut mieux qu'elle évite d'avoir le cœur qui s'emballe, parce que ça peut durer, je sais pas moi, entre 30 secondes et 1 minute. Donc il est certain que si en plus la personne s'affole et croit qu'elle confond ça avec une attaque cardiaque, elle risque d'avoir des soucis. Donc les 2 choses à éviter, tout d'abord, et ça c'est très important, il faut le souligner, je pense, ne pas être peureux, parce que si on a peur, ça va être la catastrophe, je vais expliquer après pourquoi, ne pas avoir peur et surtout ne pas avoir de problèmes graves cardiaques. Je ne parle pas de la personne qui a quelques petits soucis, je parle des personnes qui sont vraiment limite en sursis. Voilà, ça c'est la chose à ne pas faire. Alors, au niveau de la peur, c'est une chose qu'il faut savoir qui est importante. L'être humain est complètement géré par ses pensées. On pense qu'il est géré par ses émotions, or c'est faux, parce que l'émotion n'est qu'un résultat. Chaque fois que nous pensons, nous produisons un sentiment, si c'est une pensée banale, ou si c'est une pensée qui nous touche, nous produisons une émotion. Donc chaque fois que nous pensons une chose, nous produisons une émotion qui est connexe, qui est reliée à cette pensée. Donc aussi souvent que nous allons penser la même chose, nous allons ressentir la même chose. Or, il faut savoir que dans le processus de voyage astral, de dédoublement, appelons ça comme on veut, dès que la personne sent qu'elle va sortir, il lui vient un tas d'idées. Et des idées qui peuvent être, par exemple, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que je ne vais pas le regretter? Est-ce que je vais pouvoir retourner dans mon corps? Est-ce que je vais ne pas me perdre? Est-ce qu'on ne va pas me piquer mon corps pendant que je suis dehors? Il y a un tas d'idées assez décousues et assez amusantes, enfin, quand on s'y connaît un petit peu, mais qui peuvent quand même produire des émotions très fortes.
Or, il faut savoir qu'une fois que ces pensées ont produit des émotions très fortes, le seuil vibratoire de l'individu baisse d'un coup, il chute en fait. Notre fréquence vibratoire, qu'elle soit physique, qu'elle soit vitale, astrale, mentale, causale, etc., quel que soit le niveau considéré, notre fréquence vibratoire dépend en exclusivité de nos pensées et des émotions qu'elles produisent immanquablement. Donc, par exemple, si j'ai une pensée négative, si j'ai une pensée qui dit « Oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver et si je mourais là maintenant, seul chez moi, personne qui le sait, j'ai fermé les volets, j'ai fermé les rideaux, j'ai fermé à double tour ma porte d'entrée, autant on me retrouve dans une semaine. » Si la personne commence à penser ça, et que par ailleurs, malheureusement pour elle, elle est douée, parce qu'il y a des gens qui sont doués pour sortir et ils ne le savent pas, et qu'elle est douée pour sortir et qu'elle sort quand même, parce que généralement on ne sort pas, si on a ce genre d'idée. On va dire qu'elle est douée, qu'elle a un système nerveux très pointu, c'est une personne qui, sans le savoir, est peut-être médium, channel, voyant, etc. Donc c'est une personne qui est douée pour le psychique. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle a ce genre de pensée, elle le sort. Et bien, il faut savoir qu'elle va sortir dans le bas astral. Et pourquoi dans le bas astral? Parce que ce qui conditionne, on va dire, la qualité de la sortie, ce sont nos pensées tandis que nous sortons. Je sais pas si oui, alors, complètement, on vous suit. Voilà. Donc si par exemple, je vais prendre des exemples grossiers, si je pense à l'amour universel, à la beauté quand je sors, je vais me retrouver sur les plans supérieurs. Et si je pense à des choses horribles qu'on m'a faites, à des émotions de très basse fréquence, que je veux tuer quelqu'un, que je vais étrangler volontiers, je vais me retrouver dans le bas astral, c'est-à-dire vraiment l'opposé et complémentaire. Donc, quand je vais me retrouver dans le bas astral, vous allez me dire, oui, mais et alors, qu'est-ce qui se passe dans le bas astral? Ben, il se passe que c'est un endroit qui est hanté, entre guillemets, par toutes sortes de pensées, de haine, de jalousie, ce sont des espèces de forces-vie, on appelle ça des forces-vie, c'est-à-dire ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des individus comme vous et moi, ou comme les auditeurs, ce sont des forces vivantes, mais qui sont impersonnelles. Par exemple, une énergie de jalousie est vivante. Elle n'a pas une conscience qui lui est propre, ce n'est pas une individualité. C'est comme un égrégore. Voilà, comme un égrégore, ou comme on appelait avant, maintenant on n'emploie plus souvent, mais avant nous appelions ça des démons ou des larves. Bon voilà, la différence entre un démon et une larve, c'est très simple, très brièvement. Un démon, c'est une pensée très négative, destructrice ou morbide, et une larve, c'est une émotion de très basse fréquence. Par exemple, jalousie, haine. Voilà, ça, ce sont des larves. Et une idée de meurtre, c'est un démon. Voilà, un démon, c'est pas un être. Il faut arrêter de parler comme si nous étions encore au Moyen-Âge. Sont démoniaques nos idées destructrices. Et les larves, c'est toutes les émotions qui découlent de ces pensées. Les deux sont indissociables. Là où il y a une larve, il y a un démon. Là où il y a un démon, il y a une larve. Autrement dit, là où il y a une pensée de haine, il y a une émotion qui est appropriée à cette pensée, c'est-à-dire qui est très basse fréquence. Donc, quand nous sortons et que nous avons des pensées comme ça qui peuvent nous faire peur, ou qui peuvent nous effrayer, ou qui peuvent, au pire, des idées comme ça de meurtre, je ne sais pas, à ce moment-là, on se retrouve dans la base astrale et on se retrouve entouré de ce genre de démons et de larves. C'est pour ça que j'ai précisé avant, pour pas que les gens croient qu'il y a vraiment des démons avec des queues fourchues. Les gens sont très enclins à suivre ce genre d'idées, mais bon, voilà, ce genre d'idées, elle est démoniaque. Voilà, parce que ça crée des formes dans la tête qui sont pas très bonnes et qui peuvent venir nous hanter par la suite. Donc une personne qui va sortir dans le bas astral, elle va pas sortir nécessairement dans le bas astral de tout le monde. Elle va sortir tout d'abord dans son bas astral. Parce qu'en fait, ce que j'aimerais dire, maintenant, c'est une chose qui n'est pas connue en français. Je vous en donne la primeur, on va dire. Il faut savoir que ce qu'on appelle aujourd'hui, à notre époque, le voyage astral, la sortie de corps, etc., d'ici, 100 ou 150 ans, je dirais, on rigolera en pensant que des gens croyaient que quelque chose à l'intérieur de nous sortait dehors. En fait, il faut savoir que ce qu'on appelle le dédoublement, c'est simplement la conscience de l'être humain qui s'extrait, qui prend du recul, d'un point de vue purement psychologique, avec ses propres conditionnements mentaux, avec ses propres peurs. Si vous préférez, tandis que nous sommes dans notre corps, comme nous disons à notre époque, alors en fait, tout simplement, vous voyez, tous les états d'esprit et les émotions avec lesquels nous faisons corps, c'est ça le corps. On va dire que nous faisons corps avec notre corps, bien sûr, de chair, mais on fait surtout corps avec notre façon de penser. Donc, l'idée de faire corps signifie, je vais m'expliquer, signifie être complètement identifié à, être associé à. Si nous faisons corps avec des pensées de haine et des émotions qui sont en correspondance avec la haine, nous faisons corps avec quelque chose d'une très basse fréquence. Bon, quand nous sortons de notre corps, en fait, nous ne sortons pas de notre corps, nous nous extrayons ponctuellement de nos processus mentaux. C'est-à-dire qu'on peut prendre du recul et on peut les regarder comme s'ils avaient une existence distincte de nous et propre. Donc,
donc une personne qui sort dans le bas astral, elle va se retrouver entourée de ses propres démons à elle, de ses propres émotions, de ses propres larves. Donc elle aura l'impression, et beaucoup de gens avouent, tiens, toute cette nuit, je me suis battu avec des démons, ils m'entouraient, j'avais l'impression de les connaître. Mais évidemment, cette personne n'était pas dans un monde extérieur à elle, elle était rentrée, en croyant sortir de son corps, en fait elle était rentrée en plein dans ses processus mentaux, et elle se battait avec eux. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Abandon, maltraitance, massacre. La souffrance animale ne connaît ni limite, ni frontières. Depuis près de 30 ans, la Fondation Brigitte Bardot intervient aux 4 coins du monde. En mer, comme sur terre. Vaccination, sauvetage, création de refuges, réintroduction en milieu naturel. Nous remportons chaque jour des victoires contre la maltraitance. Continuons le combat. Fondation Brigitte Bardot. Ne laissons pas les animaux sans défense. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Histoire insolite, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la deuxième partie de la clé du mystère. Nous sommes en compagnie de Serge Bassineau, nous parlons du voyage astral. Ça me fait penser à certaines personnes qui ont vécu des NDE négatives et qui disent qu'ils s'étaient retrouvés avec des formes géométriques, enfin des choses insensées et qui tournaient en boucle. Voilà, les formes géométriques, c'est typique du plan mental. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on va dire le 5e sous-plan, il est rempli de ces genres de formes géométriques. Donc une personne qui médite ou qui sent qu'elle se met à vibrer, que les yeux fermés, elle voit d'abord des couleurs et ensuite des formes géométriques, c'est une personne qui a déjà atteint en fréquence le 5e sous-plan mental, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, c'est juste comme ça au passage, pour ceux qui se posent la question, pourquoi je vois des triangles, des ronds, des carrés, voilà. En fait, sur le plan mental, et en particulier sous le 5e sous-plan mental, les gens qui vivent, qui se sont extraits de la chair et qui sont morts, comme on dit, vulgairement, et qui vivent dans l'invisible, ces gens-là, quand ils pensent, dans leur aura, ils émettent des formes géométriques. Parce que la pensée humaine a des formes géométriques, tout simplement. Et pour ça, il faut avoir la vue spirituelle pour le voir. La vue psychique, des fois, ne suffit pas. Alors, certains prétendent, quand on sort de son corps, que si on a peur, on est ramené instantanément dans son corps avec la corde d'argent. Voilà, ça c'est la chose que je souhaite à tout le monde. On va dire que dans le meilleur des cas, la personne prend peur, parce que c'est vrai que c'est un petit peu, je l'avoue, la première fois, surtout quand on s'y attend pas, mais même quand on s'y attend, c'est vrai que c'est quelque chose de prenant, c'est quelque chose qui prend aux tripes, et c'est très émouvant. C'est quand même une expérience qui jadis, et en particulier en Égypte, était considérée comme une très haute initiation. Bon, nous parlons du dédoublement comme si c'était un truc, comme il s'agissait d'aller faire pipi, mais en fait, le dédoublement, c'est une initiation déjà d'un très haut niveau, ce qui expliquerait pourquoi des gens ont un petit peu des difficultés à y arriver ou à le maîtriser. C'est quand même pas non plus donné à tout le monde, même si tout le monde peut s'y atteler, tout le monde peut essayer, c'est pas donné à tout le monde de sortir du premier coup et de maîtriser pleinement le dédoublement même au bout d'un an. Donc voilà, c'est quand même d'un haut niveau, c'est quand même, ça concerne les pouvoirs spirituels de l'être humain et en particulier aussi les pouvoirs psychiques, les facultés psychiques, pardon. Donc je veux dire par là que le fait de sortir de son corps ne doit pas être pris comme quelque chose d'antinaturel, bien sûr, mais ça ne doit pas non plus être pris comme quelque chose de banal. Et je ne voudrais surtout pas que les gens banalisent quelque chose qui était considéré jadis par les maîtres du passé comme une très haute initiation. Voilà, quand même. Parce que quand vous sortez de votre corps pour la première fois, déjà vous êtes secoué, non pas secoué physiquement, mais vous êtes secoué parce que vous réalisez, vous avez la preuve absolue, indéniable, qu'il y a une vie après la mort. Donc je veux dire par là que c'est quand même pas rien. Une personne qui sort une fois de son corps, quand elle rentre, elle n'est plus jamais la même. De toute façon, on constate que ceux qui ont fait des NDE, leur vie a été complètement transformée. Ben oui, tout à fait. Parce que bon, comme on dit, en fait, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, et peut-être que ça donnera une meilleure idée de où en venir, je disais tout à l'heure qu'on verra dans 100 ans, peut-être, je dis 100 ans, ça peut être 20, 30, j'en sais rien, et on verra dans 100 ans que les gens rioleront en pensant que ceux de notre époque croyaient qu'on pouvait sortir de son corps, alors qu'en fait on ne fait que s'extraire de nos processus mentaux de manière à se distinguer d'eux, de pouvoir les voir, et on ne peut pas juger d'une chose qu'on ne voit pas. Tant qu'on fait un avec une chose et qu'on est mélangé à elle, voilà, donc il faut se distinguer. Pourquoi nous prenons un miroir
pour nous coiffer, c'est parce que nos yeux sont incapables de voir le sommet de notre tête, de manière à prendre un certain recul et voir les choses. De la même manière, on va dire que quand nous sortons, donc comme je le disais, quand nous sortons, nous prenons du recul avec nos processus mentaux. Donc qu'est-ce qui s'est passé au niveau, on va dire, d'un point de vue purement psychologique, parce que c'est ma spécialité quand même. Donc d'un point de vue purement psychologique, qu'est-ce qui s'est passé au niveau d'une personne qui a fait une MDE ou une mort clinique? Cette personne va raconter qu'elle est sortie de son corps, qu'elle a vu un tunnel, etc. Bon, mais les gens disent bien d'ailleurs quand ils sont dans la mouise, pour parler français, quand ils sont dans la mouise et qu'ils ont des problèmes, ils disent bien j'attends de voir le bout du tunnel. C'est assez intéressant cette expression. C'est quoi ce bout du tunnel? Ça veut dire que la personne, tandis qu'elle est en plein marasme, qu'elle vit des moments de sa vie qui sont très difficiles, elle a l'impression de ne pas voir le bout, de ne pas arriver au bout. Donc elle est en plein dedans. Il y a autour d'elle les problèmes et elle est dedans. Et c'est vrai qu'elle a du mal à s'en distinguer, elle a du mal à les voir puisqu'elle est en plein dedans. Même que quand on tombe dans un trou, on ne voit pas autour parce qu'on est à l'intérieur du trou et on ne voit pas tout ce qui se passe à l'entour. De la même façon, ces gens qui ont fait des morts cliniques, ils ont plus non pas sortir seulement de son corps, même si on doit à tout prix conserver ça, il n'y a pas de souci, mais ils ont pu surtout prendre du recul par rapport à leurs processus mentaux, à leur état d'esprit général, et ils se sont aperçus qu'en fait, ils étaient à côté de la plaque. Ils n'avaient rien compris à la vie. La vie était autrement plus riche et plus belle que ce qu'ils croyaient. Et c'est pour ça qu'ils ont eu ce désir de revenir. Et on dit qu'il y a une espèce d'être angélique, etc., qui leur dit c'est pas le moment pour toi, tu peux retourner. Mais souvent, il leur est dit aussi, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux retourner? Tu veux continuer dans cette... Et la personne, elle dit non. Non, jusqu'à présent, j'ai incarné, et écoutez bien les mots, j'ai incarné un état d'esprit qui n'est pas celui qu'il fallait que j'incarne. Je veux retourner dans mon corps de manière à incarner un nouvel état d'esprit. Et bien sûr, au moment où la personne rentre dans son corps, en même temps, elle s'infuse à nouveau dans ce même état d'esprit, et après, comme elle est dedans, elle ne le voit plus. Mais comme elle a eu ce recul ponctuel et psychologique, en fait, c'est pas une mort clinique qu'elle a faite, c'est une mort initiatique. La personne a tué le vieil homme, elle a tué la vieille femme, l'ancienne personnalité, et c'est une autre personne complètement transformée qui re-rentre dans le corps. Parce que dans l'absolu, j'en parlais avec Jacqueline Bousquet, justement, avec qui nous avons réalisé plusieurs émissions ici, dans l'absolu, le monde que nous vivons ici n'existe pas en tant que tel. Elle disait que c'était une projection mentale, que finalement, ce monde était qu'un jeu virtuel. Voilà, de toute façon, ce que disait Jacqueline Bousquet, c'est quasiment mot pour mot, à part qu'elle c'était une scientifique, c'est quasiment mot pour mot ce qu'enseigne la la psychologie ésotérique ou l'ésotérisme en général. Voilà, c'est juste les termes qui diffèrent, mais bon, on va pas faire sur quelques mots. Si les sens sont les mêmes, il suffit de donner des approximations, et voilà, et on sait de quoi on parle. Mais c'est vrai que, alors, je dirais pas que, comme certains orientalistes disent que le monde est illusoire. Bon, j'ai envie de leur dire, donc, le monde n'est pas illusoire, mais il faut comprendre une chose qui est celle-ci. C'est dans l'absolu. Elle disait, ce monde-là n'existe pas en tant que tel, nous le rêvons. Et elle disait, ça me faisait rire parce qu'elle disait, en réalité, c'est un véritable cauchemar. Oui, voilà. Mais en fait, d'un point de vue technique, ce monde existe en esprit et dans notre mental collectif. En gros, ça veut dire que si nous ne pensions pas, ou ne rêvions pas ce monde, pour reprendre ces termes, si nous n'avions pas dans notre esprit l'idée de la matière, cette matière n'existerait pas ou n'existerait plus. Nous maintenons dans notre esprit, nous maintenons l'image de ce monde. On a la volonté de vivre et d'incarner certains états d'esprit. Et c'est pour ça qu'il existe, par cette volonté d'incarner une manière d'être, un état d'esprit. Bon. Donc si nous ne tenions pas l'imagerie mentale de ce monde n'existerait pas ou plus. Mais seulement, c'est au niveau collectif. Voilà, comment on peut le gérer d'un point de vue intellectuel? Parce que c'est bien beau, on comprend qu'il y a une part de vérité dans le fait que ce monde est illusoire. Mais en même temps, il a beau être illusoire, quand on s'assoit sur la chaise, on passera à travers. C'est très facile d'expliquer cela, de l'expliquer d'une manière à la méthode de la psyéso. Je ne suis pas un scientifique, loin de là. Donc voilà comment on peut l'expliquer. On dit que les plans sont invisibles, ce qu'on appelle les plans invisibles. Nous qui sommes sur Terre, on va dire que le plan astral, par exemple, ou le plan mental sont des plans qui sont visibles. Alors, pourquoi ils sont visibles? Parce qu'ils vibrent sur une fourchette de fréquences qui échappe à nos sens. Autrement dit, à nos sens de la vue, du toucher, de l'audition, etc. Bon. Maintenant, si le monde invisible se mettait à baisser en fréquence vibratoire, alors d'abord il deviendrait perceptible à la vue, après il deviendrait peut-être audible, et peut-être qu'à un moment donné, s'il baissait encore plus, il deviendrait tactile. Enfin, il serait plus impondérable, on pourrait le toucher. Il aurait un poids, une mesure, voilà. Mais c'est parce qu'il vibre trop haut qu'on ne peut pas le toucher. Bon. Maintenant, imaginons que nous sortions de notre corps et que nous allions sur le plan astral, sur le plan mental, peu importe les termes. Bon. Nous allons sur un des plans invisibles ou des mondes invisibles. Bon. Qu'est-ce qui va se passer? Comme nous serons avec un corps qui correspond à la fréquence de ce monde,
Les autres gens autour de nous, ils ne vont pas nous passer à travers. Leur corps psychique et le nôtre, de fréquence, ou seront dans une contenue ou inscrits dans une fourchette de fréquence qui sera sensiblement la même. Donc si je vois un arbre que j'avance, je vais le contourner, taper dans l'arbre, je vais pas me faire une bosse, c'est une façon de parler, mais je vais sentir une résistance. L'arbre ne va pas comprendre pourquoi j'y rentre dedans, alors je peux l'éviter. De la même façon, tout ce qui se trouve sur ce plan invisible, quel qu'il soit, encore une fois, sera tangible pour moi, sera concret. Je vais voir les gens, il y aura des couleurs, il y aura des odeurs, il y aura de la lumière, etc. Je vais marcher sur un sol. Bon, après, c'est vrai que plus on monte en fréquence, plus les corps sont éthérés, comme on dit. Autrement dit, les particules qui composent sa matière sont tellement éloignées l'une de l'autre qu'en fait, on peut passer à travers et voilà, on devient aussi lourd qu'un souffle de vent. Mais je veux dire par là qu'une personne qui, par exemple, vient de décéder et se retrouve de l'autre côté, là où vont les gens, ce qu'on appelle le plan psychique intermédiaire, où vont les gens qui sont morts dernièrement, là, il y a récemment, ils se retrouvent sur un plan où les gens marchent sur leurs deux pieds, ils ne volent pas comme Superman, ils ont un comportement tout à fait correct, décent, ils ne sont pas à poil, et ils ne se décotent pas dans la rue sur les bancs publics, voilà. Ce sont des gens qui se comportent d'une manière tout à fait ordinaire. Maintenant, peut-être qu'on n'y trouvera pas d'avion, c'est très certainement, on n'y trouvera pas de fil télégraphique, on n'y trouvera pas de machines à vapeur ou de machines à essence, de moteurs à explosion, tout ça, parce qu'il n'y en a pas besoin. Dans le plan invisible, il suffit qu'on pense à un endroit, on y est instantanément. Voilà, c'est la seule différence. Alors Nicole Dron, qui a fait une NDE, que nous avons invitée ici à ce micro, nous disait que quand elle était passée de l'autre côté, elle a rencontré son petit frère qui était mort très très jeune. Elle m'a dit, j'ai retrouvé un adolescent de lumière et nous nous sommes serrés dans les bras. Il était dur. Ben évidemment, mais tout à fait, mais je peux confirmer, je ne peux pas le démontrer, parce que dans ce domaine-là, comme dans bien d'autres, c'est à chacun de se donner ses propres preuves. Je vois mal quelqu'un sortir de son corps, vivre une chose et pouvoir revenir et dire ça y est, j'ai la preuve. Non, il aura sa preuve, il aura une preuve personnelle. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en cause la véracité de tous ces témoignages, mais de l'autre côté, on ne peut pas non plus ne vivre que de ces témoignages. Je pense qu'un être humain qui est d'esprit ouvert et qui est rationnel doit rester ouvert justement à ce genre d'explication, mais ne doit pas non plus plonger dedans à tête baissée et se dire j'y crois. Croire, c'est un succès d'année de la connaissance, c'est rien croire. On devrait avoir l'esprit ouvert, et si on conserve l'esprit ouvert, je pense que n'importe qui est capable de proposer à lui-même des preuves qui lui suffisent. Évidemment que si je parle du sujet, vous pensez bien que j'ai moi-même expérimenté de nombreuses reprises ce qu'on appelle le dédoublement ou la sortie de corps. Justement, vous pouvez nous en parler de vos expériences ? Oui, il y en a eu quelques-unes, je ne sais pas quoi vous dire exactement, mais je sais que la première fois que c'est arrivé, donc je le faisais exprès, j'ai été verni, on peut dire, parce que c'est quand même pas facile de sortir de son corps, et la première fois où j'ai appris ça, où je savais qu'il était possible de sortir de son corps, j'avais pas d'a priori, je me suis dit, mais tout à fait, ça me semble plausible, mais je veux quand même le voir, je voulais jouer au Saint-Thomas, donc je me suis attelé à la tâche, et tous les soirs, à 5h du soir, je rentrais du boulot, enfin, je n'étais pas vraiment au boulot, à cette époque-là, j'étais jeune, mais on va dire, je rentrais de mes occupations, je m'enfermais dans ma chambre, je m'allongeais, et je faisais un exercice très sobre, très simple de sortie de corps, et qui correspondait justement, parce que j'avais la chance d'avoir reçu déjà un enseignement intéressant, qui correspondait, on va dire, à ma façon d'être, à mon état d'esprit. Hein. Et au bout de 15 jours, en effet, j'ai eu les premiers résultats, et je suis sorti. Et là, j'ai eu un choc, parce que j'ai été très déçu, alors ça pourra peut-être étonner les auditeurs, mais j'ai été très déçu la première fois que je suis sorti de mon corps. Pourquoi ? Parce que je pensais, comme beaucoup de gens, qu'en sortant de mon corps, comme j'étais impondérable, que j'avais, on va dire, la consistance et le poids de l'air, j'aurais dû me promener en conscience. Et en fait, la première chose qui m'a choqué et marqué profondément, c'est que même en dédoublement, on a les mêmes ressentis que si on était avec le corps physique. C'est-à-dire qu'au moment où je suis sorti, que j'ai commencé à basculer un peu à droite à gauche, parce que je ne savais pas à l'époque que c'est avec la pensée qu'on se dirigeait, donc il m'est venu un tas de pensées, pas négatif, mais il m'est venu une foule de pensées d'un coup, et le corps psychique a mis à basculer en tous les bords, parce que justement, plus on pense, plus il bouge, puisque c'est la pensée qui le dirige. Et j'ai pas eu mal au cœur, je n'irai pas jusque-là, mais j'ai eu la même sensation que si, par exemple, on a un peu le vertige, qu'on se trouve à se pencher au-dessus d'un balcon et qu'on a la sensation qu'on va tomber. Et ça m'a tellement déçu que pouf, je suis rentré dans le corps quelques secondes après. Et je m'attendais à mieux que ça. Voilà. Donc j'étais déçu. Ça peut faire sourire, mais bon, j'étais jeune et j'ai été déçu parce qu'encore une fois, je préfère que ma conscience, telle une vapeur, se balade, mais que je ne sente rien. Parce qu'il faut savoir une chose, et c'est pour ça que j'ai abandonné la sortie de corps.
ça ne m'a pas manqué d'ailleurs, parce que j'ai peur de la vitesse et j'ai peur de la hauteur. Ben oui, hein, c'est ça le gag, hein. Ça fait rire beaucoup de gens quand je raconte ça, et je m'en cache pas, il n'y a pas de honte, hein. Chacun ses limites. Mais moi, c'est vrai que j'ai peur quand je monte un peu trop haut, et je peux pas me pencher à un balcon, par exemple, à partir du 4e ou 5e étage, je peux plus m'approcher du balcon, et c'est vrai que quand je vais vite, j'ai peur. C'est pas une peur rationnelle, c'est une peur irrationnelle, hein. C'est une peur qui est reliée à des peurs ataviques, à des problèmes que nous pouvons abriter dans notre, qui se trouvent généralement dans le corps astral d'ailleurs. Et voilà, c'est typiquement, on peut pas raisonner une peur, elle se sent, elle se pense pas, donc on peut pas la raisonner. On peut trouver peut-être certains schémas, certains conditionnements, certains traumatismes de l'enfance qui ont créé ces peurs, mais bon, voilà, c'est tout un travail, et puis je ne voyais pas me lancer là-dedans, je n'avais pas d'utilité, parce que mon but était de me prouver que ça existait. Après, bon, c'est vrai que je suis ressorti après une douzaine de fois, on va dire. Je suis ressorti parce que je voulais d'abord rester un peu plus que quelques secondes dehors. Je voulais savoir si certaines choses qu'on m'avait dites s'avéraient exactes. Hein, qu'est-ce qui se passe quand on reste dehors et qu'on ne bouge pas, qu'on monte en fréquence, etc. Enfin voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que bon, j'ai eu le temps à faire plusieurs essais. Mais je me suis aperçu qu'en fait, c'est pas ce que j'attendais. Et moi, ce que je voulais, mais je ne savais pas que ça existait à l'époque, c'est pas le dédoublement dont j'avais besoin, mais l'extension de conscience. Et j'ai appris par la suite que l'extension de conscience étant supérieure, du moins à mes yeux, au dédoublement, j'ai abandonné l'un pour épouser l'autre, et je me suis contenté de faire ce qu'on appelle des extensions de conscience, qui sont pour moi beaucoup plus, on va dire, calmes. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Soyez les acteurs de Fréquence Évasion. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Fréquence Évasion, l'interactivité et la libre expression. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous sommes en compagnie de Serge Bassineau, nous parlons du voyage astral. Alors, on a tous envie, enfin moi, les auditeurs, on en parle souvent d'ailleurs, par mail interposé ou par téléphone, d'avoir une expérience, mais une belle expérience, c'est-à-dire, la plupart des gens, c'est retrouver leurs disparus, c'est de voir des beaux paysages, des paysages un peu paradisiaques, enfin, des choses agréables, de la lumière, du soleil, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est pour ça que la plupart des gens voudraient s'extraire justement de ce monde ici-bas. Comment ça se passe justement pour retrouver déjà les personnes disparues? Voilà, il ne faut pas confondre une simple sortie de corps sur le plan éthérique, comme on appelle, alors je m'explique, sortie de corps sur le plan éthérique, ça veut dire que quand vous sortez, vous êtes dans votre chambre, si vous êtes allongé dans le lit, vous voyez votre chambre, vos meubles, vous vous retournez, parce qu'on sort généralement de face, vous vous retournez, vous voyez votre corps allongé, et voilà, si vous voulez faire l'expérience, vous pouvez monter au plafond, vous n'allez pas à travers, ou descendre, si vous êtes à l'étage, ou traverser les murs. Moi je me suis fait peur quand j'ai traversé le mur, parce que du coup, je me suis retrouvé avec le vide en bas, et hop, je suis rentré, ça m'a fait peur. J'avais pas peur du dédoublement, j'avais l'impression d'être fait pour ça. J'étais contrarié, mais vraiment, ça vous aurait fait rire de la discussion que j'ai eue après avec un ami, il était mort de rire, parce que j'étais à la fois vexé, trompé, trahi, j'étais vraiment en colère d'avoir des sensations physiques, même en m'extrayant du corps. Je me suis dit, mais ce corps, il a me fait le temps. Voilà, c'était amusant. Donc j'avais l'impression d'avoir été un peu volé et trompé sur la marchandise. Donc une fois que nous sortons au niveau éthérique, il faut comprendre que nous restons dans la chambre, dans la maison, et nous restons sur le plan de la planète. C'est-à-dire que si nous partons comme une fusée, les bras en avant comme Superman, nous allons traverser les champs, les villes, les villages, les montagnes, etc. Donc ça, c'est la première forme de sortie qui est dite sortie éthérique, ou sortie physique ou sur le plan terrestre. Après, la sortie sur les plans astraux. Et sur les plans astraux, on ne va pas nécessairement y trouver nos chers disparus, comme on dit. Sur les plans astraux, on y trouvera des gens
qui sont peut-être décédés, mais qui ont, sur les premiers plans en particulier, qui se sont suicidés, qui sont un petit peu perturbés, etc. Malheureusement, on en voit. Bon, maintenant, si on monte en fréquence, c'est sûr qu'on commence à arriver sur le 5e, 6e, 7e sous le plan astral. Alors là, bien sûr, on trouvera des gens qui, sur Terre et de leur vivant, étaient plutôt des émotifs, on va dire. Hein, parce qu'il y a deux types d'individus sur Terre, ceux qui sont gérés par leurs émotions et ceux qui sont gérés par leurs pensées, en gros. Donc, on trouvera dans le plan astral des gens qui sont des religieux, des gens qui sont des mystiques, des gens qui sont des personnes émotives, que ce soit positif ou négatif, n'importe peu. Hein. C'est pour ça qu'il y a des bases astrales, le moyen astral et le haut astral. On y trouvera tous les gens qui sont ce qu'on appelle des types cardiaques. Hein. C'est le cœur qui passe en premier. Bon, on y trouvera ça. Donc, si nos chers disparus ou les personnes que nous voulons visiter sont sur le plan astral, c'est vrai qu'il vaut mieux aller les chercher là. Mais par contre, ils sont des gens qui étaient des scientifiques, qui étaient des personnes plutôt mentales, froides, comme on dit, surtout sur un cardiaque. Bon, à ce moment-là, il faut les chercher sur le plan mental. Mais dans tous les cas, est-ce qu'il existerait une technique, une méthode sans danger, qui ne fasse pas peur et qui puisse nous permettre d'entrer en contact? Ben oui, il y a une méthode, je l'ai déjà donnée dans une des vidéos que nous faisons que nous distribuons à partir du blog de Voyage Atlantis. Cette technique est très simple. On s'assoit, on ferme les yeux, on porte notre attention mentale sur le sommet du crâne, là où se trouve le chakra coronal, comme on dit. On porte notre attention au sommet du crâne et on se dit, voilà, en polarisant ou en concentrant ma conscience à cet endroit, je suis en connexion avec tous les plans en même temps. Je suis simplement, j'ai la ligne téléphonique et je vais avoir une standardiste qui va me dire bonjour, qui vous demandez. Donc on positionne notre attention mentale, notre conscience au sommet du crâne, on ne pense à rien et on se dit voilà, à partir de ce niveau de mon être, je suis en connexion avec toute chose. Bon, mais comme je ne veux pas être en connexion avec toute chose, mais avec une chose en particulier, maintenant je demande d'être en contact avec, et vous nommez la personne, mentalement bien sûr, vous nommez avec Lucien, un tel. Bon. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous visualisez le visage, et vous le faites le plus précisément possible, vous visualisez le visage de la personne décédée, et vous le visualisez de face, vous voyez juste son visage, ça suffit, et vous voyez la personne, et c'est très important, vous voyez la personne vous sourire. Alors pourquoi il faut qu'elle soit en train de vous sourire? Parce que dans l'invisible, on ne pense pas et on ne parle pas avec la bouche comme sur Terre. On émet des signaux mentaux, c'est-à-dire c'est de l'imagerie mentale en fait. Si on reproche à une personne de ne pas sourire, on ne va pas lui dire avec la bouche, puisque de bouche, il n'y a plus de cordes vocales, il n'y a plus de poumons pour lancer l'air sur les cordes vocales et les faire vibrer. Donc on lance des messages télépathiques. Or les gens sont un petit peu embêtés dans l'invisible, donc quand c'est des doutes, ils ne savent pas comment correspondre avec les autres. Mais il faut correspondre par la pensée, par l'imagerie mentale. Donc vous visualisez la personne en train de sourire, ça veut dire que vous lancez comme idée que vous voulez être en contact avec une personne qui se sent bien, qui va bien. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Tout simplement, si la personne n'est pas bien, qu'elle est dans une mauvaise passe et qu'elle n'est pas très bien, il ne faut pas la déranger. Et comme vous l'avez visualisé en train de sourire, vous ne pouvez pas vous connecter. Alors la standardiste va vous dire, je suis désolé, mais la personne, elle est en dérangement actuellement. Elle ne pourra pas vous connecter. Par contre, il faut insister, il ne faut pas se décourager. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas réussi, ça veut dire que ça n'a pas marché. C'est très différent. Et la nuance est très importante à saisir. Donc c'est pas que vous n'avez pas réussi, c'est que ça n'a pas marché. Donc ça peut venir d'autres conditions indépendantes de votre volonté, surtout indépendantes de vos capacités propres. Donc vous recommencez une heure après, 2 heures après, le soir, le lendemain, etc. Il ne faut pas se décourager. Il faut le faire. Bon, moi je dis que pour être sûr d'avoir un contact, on peut le faire pendant, 3 semaines, 3 minutes par jour, ou alors un peu le matin, un peu le soir. C'est pas important. C'est pas ce qui compte, c'est d'être dans ce qu'on fait. Vraiment concentré sur le sommet du crâne et dire voilà, je veux rencontrer un tel, Lucien Machin. Hop, vous fermez les yeux et vous visualisez le visage de la personne telle qu'elle était de son vivant et bien sûr en bonne santé. Hein. Et là, si c'est possible, parce qu'il n'y a pas que vous, c'est comme sur Terre. On ne rentre pas chez les gens empruntés en disant voilà, j'ai envie de te voir, on a à foutre ce que toi tu as envie de faire. Si vous visualisez la personne souriante, c'est comme si vous frappiez à sa porte en disant puis-je entrer? Et là, on ne vous répond pas, comme sur Terre. Il n'y a pas de l'autre côté. On garde aussi quand même, on a un peu une figure, comme on dit, on garde un peu les principes de la politesse. Bien sûr, il est plus présent même, je pense que c'est plus présent de l'autre côté qu'ici. C'est pas qu'il est plus présent, c'est que si vous ne manifestez pas, vous ne rentrez pas. C'est-à-dire que si vous ne manifestez pas du respect qui est dû à une personne ordinaire, qui n'est pas plus étonnant que vous, mais si vous ne manifestez pas ce respect,
qui est un petit peu le fil conducteur des contacts mentaux ou de l'invisible, vous allez être refoulé ou ça ne marchera pas. Parce qu'on va considérer que vous êtes vous êtes quelqu'un qui n'est pas intéressant et qui n'a pas de raison qu'on s'intéresse à vous, puisque vous n'êtes pas intéressant. Voilà, chacun se positionne et c'est nous-mêmes qui nous jugeons. Si on a un comportement qui est indécent, on est jugé comme indécent. Si on n'est pas intéressant, on est jugé comme quelqu'un de pas intéressant, parce que c'est nous qui l'avons choisi par notre comportement. Je veux dire que c'est plus incisif dans l'invisible. Ici, on peut passer outre. On peut être aimé même si on ne mérite pas. On peut être écouté même si on est plutôt casse-pied. Mais de l'autre côté, non. De l'autre côté, il n'y a pas... La télépathie, elle fonctionne selon des règles absolues qui n'ont rien à voir avec l'éthique et la morale, de toute façon. Mais de toute façon, à notre niveau, on a bien compris que plus on se comporte d'une manière raisonnable, et plus on est en harmonie avec les lois et les principes qui régissent le fonctionnement de l'esprit. Donc, pour terminer l'exercice, une fois qu'on est concentré au sommet du crâne, qu'on a visualisé la personne en souriant, on lâche l'image et on dit, voilà, j'attends. Autrement dit, on fait comme quand on est au téléphone. Si on fait que parler, la personne ne peut pas nous répondre. Si la personne ne fait que parler, on ne peut pas lui répondre. Voilà. Donc, c'est comme si on était au téléphone, on dit, voilà, j'aimerais te voir, j'aimerais que tu sois en bonne condition, et si tant est que tu puisses me recevoir, bien sûr, si tu peux me recevoir, je suis d'accord pour avoir un contact. Et là, vous attendez. Et s'il n'y a pas de contact, ça veut dire que pour l'instant, le contact n'est pas opportun, il serait judicieux d'essayer une autre fois. Voilà, tout simplement. Alors, nous sortons, paraît-il, tous les soirs, donc pendant nos rêves, pendant que nous dormons, nous sortons de notre corps. Alors là, j'en reviens à tout à l'heure à ce que vous me disiez par rapport à votre expérience, par rapport au vide justement, à la stabilisation du corps astral. Là, il n'y a pas de problème. Ça marche comme sur des roulettes. C'est un peu comme les personnes qui meurent. Elles n'ont pas de problème. Ça marche bien le corps astral. Alors, voilà, je vais vous expliquer. Il faut comprendre que l'être humain a deux modes de fonctionnement. Le fonctionnement autonome, du même qu'on a un système nerveux autonome, un fonctionnement autonome et un fonctionnement conscient. Ou si vous préférez, un fonctionnement conscient et inconscient. Bon, c'est quoi le fonctionnement autonome du corps? Déjà, on le connaît. On sait que le cœur, il bat sans nous, les poumons respirent tout seuls, on n'est pas obligé de se concentrer sur la digestion pour qu'elle se produise, etc. Donc, on sait bien qu'en nous, il y a une intelligence qui s'occupe de tous les processus autonomes du corps. Cette intelligence s'appelle le subconscient. Bon, ce subconscient, donc il fonctionne en dessous du seuil de la conscience, ce subconscient a pour ordre de s'occuper de tout quand nous ne sommes pas occupés à quelque chose. Par exemple, si je me concentre sur un sujet précis, le subconscient se retire. Si je ne m'y concentre plus, le subconscient revient. Autrement dit, le subconscient a pour ordre de s'occuper de toute la partie dont je ne m'occupe pas. C'est pour ça que quand nous nous mettons à respirer consciemment, ou plus exactement volontairement, le subconscient est déconnecté. Il faut faire attention à ce qu'on fait parce que, nous respirons sciemment, nous respirons exprès, c'est nous qui le maîtrisons. Mais si on oublie de respirer, non, le subconscient reprend le relais, sa partie. Voilà. Bon, de même, ce que je vais en venir, c'est simple, de même que nous avons un fonctionnement autonome du corps, de la même façon, nous avons aussi un fonctionnement autonome psychique. C'est-à-dire que si nous perdons conscience, et il est important de noter le truc, si nous perdons conscience, autrement dit, si nous nous endormons avant de sortir de notre corps, alors à ce moment-là, c'est le rôle du subconscient de tout gérer. Et il le gère parfaitement. Parce que c'est son boulot, c'est son métier. Et le subconscient est la partie de notre être qui est reliée au divin. Alors, plus parfait que ça, il n'y a pas. Donc, on va dire que le subconscient ne se trompe jamais. S'il nous fait sortir de notre corps, il va nous mener là où il doit nous mener. Mais bon, ça je ne rentre pas dans les détails, ça nous mènerait trop loin, mais on va dire que le subconscient, c'est exactement ce que nous devons vivre durant la nuit et où nous pouvons éventuellement le vivre. Donc il va gérer tout ça et ça sera parfait. Même si nous avons un cauchemar, il a reçu l'ordre de nous faire avoir ce cauchemar et de faire en sorte qu'il se déroule correctement. Ça paraît aberrant, mais pourtant, même ce que nous appelons nous le mauvais, ce qui à nos yeux est mauvais, et que des fois, peut-être quelques années après, peut devenir positif, le subconscient, lui, ne cherche pas à savoir si c'est bon ou mauvais. Il reçoit des ordres, et ces ordres, il les exécute parfaitement, ou du moins à la lettre. Par contre, c'est vrai que si nous sortons de notre corps avant de perdre conscience, donc avant de nous endormir, c'est la partie consciente de l'être humain, le moi, comme on dit, c'est le moi objectif qui gère le processus. Et comme il gère un processus qu'il ne maîtrise pas, et c'est ça qui est important, il ne le maîtrise pas, parce que surtout qu'on soit pour la première fois, ou même les 10 premières fois, honnêtement, avant de maîtriser ne serait-ce que l'équilibre dans les déplacements, à moins que vous soyez né, verni et doué naturellement pour la chose, c'est très difficile. Ça nécessite au moins 3 ou 4 sorties pour arriver à se démerder, à tenir en équilibre et pas partir en arrière, ou la tête en bas, les pieds en l'air, ou que sais-je encore. Voilà. Donc ça peut être assez cocasse d'ailleurs, quand on raconte ce genre d'expérience. Mais avant la maîtrise, c'est le moi objectif, la conscience objective,
des relatives au sens, donc, qui gère le processus. Bon, autant dire que c'est un enfant de 5 ans qui s'occupe de gérer une entreprise multinationale. Oui. Alors finalement, pour ceux qui meurent, là, c'est plus le subconscient qui fonctionne, si? Je vais vous poser une question toute bête. Combien de fois êtes-vous mort de cette vie? Jamais, non. Voilà. Donc, vous êtes d'accord avec moi pour dire que si quelqu'un devait gérer ce processus de la mort, il ne vaut mieux pas que ce soit votre moi. On ne peut pas laisser une mitraillette chargée entre les mains d'un enfant de 5 ans. De la même façon, fort heureusement, ça va vous faire sourire ce que je vais dire, mais nous ne savons pas mourir. Nous n'avons aucune expérience de la mort. Mais grand bien nous fasse, étant donné que nous sommes incapables de gérer le processus, pour une fois que l'intellect il se juge incapable d'une chose, hein, c'est bien, pour une fois que nous sommes incapables de gérer un processus parce qu'il nous échappe, alors là c'est le subconscient qui prend les rênes, mais ne les lâche plus. C'est-à-dire qu'au moment où on commence à mourir, si je veux dire, le subconscient il dit toi le moi, tu te tais, tu as terminé ta mission, à moi de prendre le relais. Et il prend le relais et il ne le redonne plus. Et il ne le redonne qu'une fois qu'on est de l'autre côté, stabilisé, si j'ose dire. On a dit qu'on est monté en fréquence et qu'on a réussi à associer la fréquence, bon là c'est un domaine que c'est plus le vôtre que le mien, mais si par exemple, je sais pas, moi je vais dire une bêtise, si le plan où on doit aller dans l'après-vie est de 10 000 MHz, tant qu'on n'est pas à 10 000 MHz, on se retrouve à flotter, à bouger dans tous les sens, parce qu'on n'est pas stabilisé. On n'a pas trouvé la bonne fréquence de la bonne radio, voyez. D'accord. Alors pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs qui justement aimeraient tenter l'expérience? Oui, déjà j'aimerais leur adresser un double message. Le premier message, il ne se veut pas négatif, il se veut simplement prudent. J'aimerais qu'ils considèrent l'expérience du dédoublement comme on peut considérer une aventure d'alpinisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont partir, ils partent, ils ont du matériel d'alpinisme, ils partent en pleine montagne, et une fois qu'ils sont en pleine montagne, ils se sont aperçus qu'ils n'ont jamais ouvert un livre d'alpinisme, qu'ils ne savent même pas faire un nœud, et ils se retrouvent des quelques centaines de mètres plus bas et écrasés sur un rocher. Pourquoi? C'est pas que l'alpinisme est une chose dangereuse, mais l'alpinisme, comme toute chose, nécessite une certaine préparation, nécessite certaines connaissances. Et tout simplement, quand nous n'avons ni préparation ni connaissance, comme dans toute chose, c'est comme si vous envoyez la main dans un moteur qui tourne. Si vous mettez la main là où il y a les pales du ventilateur, vous allez vous faire couper le doigt. Ça ne veut pas dire qu'un moteur est une chose dangereuse. Ça veut dire que vous avez été imprudent de lancer la main dans un moteur sans savoir ce que vous faisiez. Donc, le premier message, donc, est plutôt un message de sagesse, je dirais, d'avertissement, voilà, sans non plus tomber dans la paranoïa. Il faut considérer le dédoublement ou le voyage astral comme quelque chose qui se prépare, quelque chose qui ne se fait pas comme ça, en disant, tiens, j'ai 2 jours à tuer, je vais partir en montagne. Non, là, c'est pareil. Il faut un petit peu lire, un petit peu demander conseil. Voilà, il ne faut pas avoir peur non plus. La personne ne risque pas grand-chose. Elle risque de se faire peur. Mais en se faisant peur, elle risque d'aller dans le bas astral, et là, de se faire encore plus peur, et de plus jamais vouloir sortir de son corps, et avoir peur après de la mort. Dans sa tête, elle aura associé l'expérience très négative avec la mort, et elle va se dire, quand je meurs, je vais retourner là, ce qui n'est pas le cas. Et enfin, voilà. Donc, je demande aux gens d'être prudents et de considérer la sortie de corps comme ils considéreraient une préparation pour aller en montagne. On prend un guide, ou alors on s'instruit, et on contrôle le matériel avant de se retrouver en rade au beau milieu de l'escalade. Voilà. Le second message, c'est surtout de ne pas avoir peur. Le seul ennemi du dédoublé, le seul ennemi de la personne qui fait des projections psychiques ou des voyages astraux, c'est la peur. Il faut comprendre qu'on risque rien en dédoublement. Parce que si quelqu'un nous tire une flèche, elle passe à travers. Si on nous tire une balle, elle passe à travers. Il ne peut rien nous arriver de fâcheux. La seule chose qui peut nous arriver et qui est très fâcheux, c'est de prendre peur. Si vous prenez peur, ça devient un cercle vicieux autogène. C'est-à-dire que plus vous allez penser à une chose négative, plus vous allez avoir peur. Et plus vous allez avoir peur, plus vous allez penser. Et à ce point que vous allez faire chuter littéralement votre fréquence vibratoire. Et si vous faites ça tandis que vous êtes dehors et que ça ne vous renvoie pas au corps, généralement 8 fois sur 10 ça renvoie au corps. Et si ce n'est pas le cas et que vous vous trouvez dans la zone des 2 sur 10, et que c'est votre cas et que vous êtes très doué, parce que c'est eux qui ne retournent pas dans le corps, même quand ils ont très peur, et vous allez vous retrouver dans le bas astral et vous faire peur. Mais vous allez vous faire peur comme on se fait peur avec un film d'horreur. Les gens qui ont vu pour la première fois l'Exorciste, il paraît qu'il y a eu, ça a été une catastrophe. Et bien là, de la même façon, il faut juste craindre le fait de se faire peur. Voilà, c'est le seul risque, entre guillemets, le seul risque qu'il y a. Et surtout, par contre, à l'inverse, on va dire, si les personnes qui sont orientées vers ça ont la capacité de le faire, je les encourage à le faire. Je leur dis pas qu'il faut à tout prix, mais je les encourage. Pourquoi? Parce que de toutes les initiations que peut passer l'être humain tandis qu'il est sur Terre, c'est peut-être la plus
magnifique et la plus inspirante. D'accord. Alors pour terminer brièvement, vous avez écrit plusieurs ouvrages. Est-ce que vous avez écrit un ouvrage justement sur la sortie de corps ? Disons que je n'ai pas, du moins pas encore, écrit d'ouvrage directement sur la sortie de corps, mais indirectement, j'ai écrit un ouvrage qui traite de l'après-vie. Et je l'ai fait sous forme de roman, de manière à ce que ce soit, parce que ça contient beaucoup de connaissances, on ne peut pas que ce soit trop aride, je l'ai fait sous forme de roman, et dans ce roman, c'est un être humain ordinaire, c'est une personne tout à fait lambda, qui meurt subitement, qui s'y attendait pas, et qui se retrouve de l'autre côté. Et finalement, elle rentre en contact avec une personne, qu'on va dire, avec une espèce de médium, et elle arrive à lui transmettre à cette personne tout ce qu'elle vit, et la personne l'écrit. C'est un romancier qui est médium. Donc il écrit, et tout ce que, et ça, c'est devenu un livre qui s'appelle Reporter de l'au-delà. Une personne qui est morte se fait fort d'être pour nous un reporter, et ce livre est un reportage d'une personne qui, minute après minute, se retrouve de l'autre côté après sa mort, et elle explique ce qu'elle vit. Voilà. Serge Bassino, merci d'avoir répondu à nos questions, merci d'avoir participé à la Clé du Mystère. À une prochaine fois sur cette antenne. Au revoir. Au revoir, merci. Fréquence Évasion.